L'agilité à l'échelle, c'est quoi? Et pourquoi? Et puis, pour qui? Bonjour et bienvenue sur Scrum Life. Je suis Jean-Pierre Lambert et avec Constantin Gay, nous avons pu accompagner beaucoup d'équipes, d'organisations, d'entreprises de toutes les tailles. Et en particulier certaines avec une certaine ampleur, taille. On peut donc parler d'agilité à l'échelle parce que c'était un peu gros. Et donc dans cette série, on va vraiment se retrouver pour vous partager nos retours d'expérience, nos galères et vraiment vous partager nos conseils, les erreurs à éviter, les choses à faire si vous vous lancez là-dedans. Précisons que c'est la première vidéo d'une série. Là, dans cette première partie, on va juste lister les approches. Et dans le prochain épisode de cette série, on vous donnera nos conseils pour bien se lancer. Rapidement, l'agilité à l'échelle, qu'est-ce que c'est? En général, quand on parle d'agilité, on parle d'équipe agile. Et quand on parle d'équipe agile, on parle d'une petite équipe. Petite, en pratique, ça veut dire rarement plus d'une dizaine de personnes. Et cette équipe agile, elle travaille à résoudre un problème. L'agilité à l'échelle, c'est quand le problème qu'on a envie de résoudre, ça suffit pas une petite équipe. Ça suffit plus moins de 10 personnes. Donc au contraire, on va mettre beaucoup plus de personnes. On va mettre des dizaines de personnes, des centaines, voire même des milliers de personnes qui vont devoir toutes travailler sur ce problème. Et on parle d'agilité à l'échelle parce que le but, c'est de reprendre les principes de l'agilité et pour essayer de les appliquer justement pour en tirer les bénéfices sur cet ensemble de groupes de dizaines, centaines, milliers de personnes qui travaillent sur le même problème. Alors, pourquoi on a ce besoin d'agilité à l'échelle? Pourquoi on a ce besoin de travailler à autant de personnes sur le même problème? Je vais vous donner un petit indice. Bah oui, c'est pour l'argent, c'est pour la thune. Parce qu'au début, on a une petite équipe qui résout un petit problème et qui arrive à se faire payer pour ça, les utilisateurs sont contents. Et puis, avec l'argent, on voit bien que si on résolvait des problèmes plus gros, on ferait rentrer plus d'argent, alors on met plus de personnes pour résoudre des problèmes plus gros, et ça grossit, et plus d'argent, et plus de personnes, et ça grossit, etc., etc., etc. Et juste après, dans notre tour d'horizon, on va regarder les différents grands modèles d'agilité à l'échelle, et ce qu'on va voir, c'est qu'elles sont plus ou moins contraignantes. Et certains diraient même plus ou moins agiles, car forcément, plus elles sont contraignantes, moins elles permettent l'agilité. Et le point important qui justement va justifier, expliquer pourquoi vous prenez des approches moins agiles, c'est parce que vous avez un legacy, comme on aime bien dire, un héritage qui est assez imposant, qui force à avoir beaucoup de personnes qui travaillent en même temps sur la même chose. Et là, quand on parle donc de legacy, de dette, c'est sous toutes ses formes. La dette technique, bien entendu, ça peut être aussi de la dette fonctionnelle, qui, de la même manière, quand on touche un bout du produit, on est obligé de toucher à l'autre, mais aussi de la dette, du legacy au niveau organisationnel. On a des manières de travailler, on a des rôles qui existent qu'on ne peut pas vraiment se débarrasser comme ça. Puis dans la même veine, on a aussi le legacy, la dette sur l'humain. De se dire qu'on ne peut pas non plus tout changer du jour au lendemain, ça dépend des personnes qu'on a, etc., etc. Et c'est ce legacy, cette dette sous toutes ses formes, qui est généralement assez présent dans les grosses boîtes un peu anciennes, qui font qu'on se retrouve à déployer des frameworks dits d'agilité à l'échelle, qui ne sont pas si agiles que ça, mais qui souvent font quand même avancer les choses dans la bonne direction, donc ne soyons pas trop ingrats non plus. Avant de vous parler des différents grands modèles d'agilité à l'échelle, je me permets de vous rappeler de penser à liker. La première des trois grandes approches, voilà, en anglais on appelle ça Unscale the Problem. Voilà, c'est un peu justement le contre-pied de l'agilité à l'échelle, de l'agile at scale. C'est vraiment l'idée, on fait de l'agile at scale, de l'agilité à l'échelle, parce qu'on veut résoudre un problème, un gros problème. Il nécessite d'avoir plein de monde et donc plein de contraintes qui viennent avec. Unscale the problem, justement, c'est l'inverse. Plutôt que de faire monter l'agilité à l'échelle d'un énorme problème, on va résoudre le problème, on va unscale le problème en petit. Et donc probablement de le découper en plus petits problèmes. Pour qu'on se retrouve ainsi à gérer un ensemble de problèmes qui sont individuellement gérables par des petites équipes agiles. Cette approche, c'est vraiment l'approche qui va générer le plus de gains parce que, encore une fois, elles vont permettre à chaque équipe d'être vraiment agile et de ne pas supporter les contraintes de devoir s'organiser à être aussi nombreux. C'est vraiment l'approche qu'on vous recommande comme l'idéal à viser, parce que c'est celle qui va générer le plus de gains en permettant d'avoir des équipes vraiment agiles, autonomes, qui tireront justement le maximum de l'agilité. Donc vraiment, notre conseil, même si vous appliquez une autre approche que celle-ci, typiquement à cause des problèmes de legacy de dette dont on a parlé un peu plus tôt, où aujourd'hui on a un mode de fonctionnement qui tourne et on ne veut pas se permettre de tout casser tout de suite d'un seul coup, dans tous les cas, demandez-vous, ok, on fait autre chose, on est obligé, mais c'est quoi notre plan pour y arriver ?
pour le faire, là, arriver dans cette approche où on a des équipes agiles autonomes. Alors, comment faire en pratique? À quoi ça peut ressembler une approche dite « Unscale the Problem » ? Un premier exemple est donné dans le livre Team Topologies. Dans ce livre Team Topologies, justement, on donne une trousse à outils pour structurer son organisation en petites équipes autonomes qui ont chacune leurs petits problèmes à gérer et qu'elles vont pouvoir gérer en autonomie, en pleine agilité. Le livre donne 4 modèles d'équipes, elle détaille également les modèles d'interaction entre les équipes. C'est vraiment un canevas assez intéressant pour se poser et réfléchir comment justement structurer l'organisation pour qu'elle résolve plein de petits problèmes en indépendance. Et en vrai, ce modèle, on en a déjà beaucoup parlé sur Scrum Life sans forcément utiliser ce nom de Team Topologies. On a sorti sur la chaîne toute une série intitulée « La gestion de produits en pratique ». Et un des éléments clés qu'on explique, qu'on expose, c'est cette idée-là de se structurer en équipe produit vraiment autonome qui gèrent leurs produits et même, pourquoi pas, leur budget. Et un autre exemple d'organisation qui se structure en équipe autonome, ce sont les OKR. Alors je précise, les OKR bien faits. Alors dit comme ça semble un peu pompeux, genre il y a plein de gens qui font mal les OKR, mais force est de constater que oui, dans beaucoup d'organisations, les OKR, on fait des cascades d'OKR. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Si vous vraiment vous posez la question sur comment faire les OKR, je vous recommande vraiment de lire le super livre de Christina Vodke qui s'intitule Radical Focus. Tout est dans le titre. Le principe des OKR, on a des OKR d'entreprise et ensuite chaque équipe définit elle-même ses OKR en alignement avec ceux de l'entreprise. Et donc ça nous donne un excellent moyen d'aligner fortement toutes les équipes d'une entreprise dans la même direction, mais tout en maintenant vraiment au maximum leur autonomie. Regardons maintenant la deuxième grande approche d'agilité à l'échelle qui combine autonomie et un alignement très fort. Lorsqu'on travaille à plusieurs équipes, l'important c'est de favoriser l'autonomie au sein de ces équipes tout en gardant bien entendu un alignement très fort entre elles. Il faut que toutes les équipes travaillent dans le même sens et surtout dans le même objectif. Ce qu'on ne veut pas, c'est des équipes qui ont des objectifs différents au risque qu'un jour, ces objectifs soient même orthogonaux. Les équipes doivent pouvoir se parler, elles doivent pouvoir garder l'objectif commun en tête dans le but vraiment de toujours s'aligner. C'est par exemple le fameux partage de Spotify de 2014 d'Henrik Knidberg, abusivement appelé modèle Spotify par beaucoup de boîtes de consulting, qui passe par une organisation matricielle, les fameuses squads et chapters, pour avoir à la fois un alignement produit très fort via la squad et plus largement la notion de tribe qui regroupe un ensemble de squads et un alignement technique lui aussi très fort via les chapters transverses ainsi que les guildes pour essayer les bonnes pratiques entre les tribes. Attention, on parle bien d'alignement. Il n'est pas question de dire exactement qui fait quoi et comment, mais d'avoir un but, une direction et une approche commune. Et encore une fois, de se passer les bonnes astuces. Certaines équipes et même des grosses équipes peuvent aussi utiliser Kanban. Kanban à l'échelle? Oui, via une approche très différente, centrée autour du process et du flux de travail. Mais on peut sans problème faire travailler ensemble des dizaines de personnes vers un objectif commun pour accomplir ce travail et pourquoi pas d'y ajouter le process de communication entre équipes tout en utilisant les outils Kanban. Enfin, mentionnons FAST qui propose de résoudre l'équation de l'autonomie et de l'alignement en parlant d'une seule grosse équipe qui va dynamiquement former un ensemble de sous-équipes en fonction des challenges à adresser. Ces équipes sont refusionnées et de nouvelles équipes sont formées à intervalles réguliers, tous les quelques jours par exemple. Et tout ça en toute autonomie et en auto-organisation. FAST repose sur l'application des forums ouverts ou Open Space Technology. Renseignez-vous là-dessus, on fera peut-être même un épisode sur les Open Space. Enfin, la dernière grande approche d'agilité à l'échelle, celle qui contraint le plus les individus, celle qui limite d'autant plus l'agilité qu'on peut avoir, elle va reposer sur vraiment un cadencement fort de multiples équipes ensemble pour qu'elles avancent ensemble dans la résolution du problème commun. Très clairement, la majorité de ce qu'on appelle des frameworks d'agilité à l'échelle rentrent dans cette catégorie. Passons en revue les plus connus, en vrai il y en a encore plein d'autres, on se concentre vraiment sur les plus connus, les plus populaires. Nexus propose de cadencer un ensemble d'équipes Scrum et qui forment ainsi ensemble ce qu'on appelle un Nexus justement, un Nexus avec un objectif commun pour le sprint cadencé des différentes équipes Scrum. On a une Nexus Team qui accompagne justement ce Nexus dans son fonctionnement et qui a pour rôle de faciliter la visualisation et la résolution des dépendances entre les équipes. Enfin, la Nexus Team s'assure aussi qu'à chaque sprint, on crée bien au moins un incrément pleinement intégré
du travail de l'ensemble des équipes Scrum. On notera que la Nexus Team est composée des membres de chaque équipe. Faire partie de la Nexus Team, c'est vraiment des rôles qui sont tournants. On peut faire tourner ce rôle. C'est pas un rôle à part. Tout le monde y contribue. Les, quant à lui, propose d'adapter Scrum pour un fonctionnement à de multiples feature teams qui travailleront chacune en parallèle sur un ensemble de fonctionnalités. Ces équipes sont fortement cadencées par des sprints synchronisés avec un sprint planning collectif, une sprint review collective. Le visuel Les est top pour expliquer tout ça, on voit très bien le fonctionnement de ces équipes. Ces équipes qui partagent aussi une rétrospective collective en plus de rétrospective d'équipe. On vous invite vraiment à regarder la sprint review dans Les, je trouve que le format est super intéressant. Scrum at Scale part d'équipes Scrum qui se regroupent en Scrum of Scrum. Pour des organisations plus grosses encore, le modèle se répète à nouveau de façon assez fractale et naturelle au final, avec plusieurs Scrum of Scrum qui se regroupent en Scrum of Scrum of Scrum. Scrum at Scale identifie l'équivalent de Scrum Master et de Product Owner pour ces super équipes Scrum of Scrum, qui sont au final des équipes Scrum, même celles Scrum of Scrum of Scrum. Ces personnes sont en charge de garantir que l'organisation se coordonne et va dans la bonne direction d'un point de vue amélioration continue, d'un côté d'un point de vue processus, le comment, d'où les Scrum Masters, et de l'autre côté produit, le quoi, les Product Owners. Le dernier framework dont nous allons parler, c'est SAFe. Dans SAFe, il est question de regrouper un ensemble d'équipes dans ce qu'on appelle un train de release, Art Agile Release Train, et ce train va vraiment imposer les cadences à tous ses membres. Ainsi, tous les membres du train se retrouvent lors d'un événement qui s'appelle PI Planning pour préparer et organiser le PI, le Program Increment, qui correspond généralement à une période de 10 semaines, elle-même composée de 5 itérations de 2 semaines. Et tout le monde se retrouve également à la fin du PI pour un point d'amélioration continue. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Laissez-nous un commentaire pour nous le dire ce que vous en pensez. Dites-nous aussi quels sont vraiment les sujets que nous devrions absolument traiter sur Scrum Life pour aller plus loin. Si vous n'êtes pas encore inscrit, nous avons aussi une formation gratuite. Inscrivez-vous. En plus, on a ajouté plein d'outils utiles pour n'importe quelle équipe agile. Franchement, allez-y, téléchargez-les. Et bien sûr, on vous recommande d'aller voir la deuxième vidéo de cette série sur comment vous lancer dans l'agilité à l'échelle. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes bien abonné là? Parce que si c'est pas le cas, abonnez-vous. On compte sur vous et partagez cette vidéo autour de vous. Vous êtes mes plus grands fans!